Ludovic Mandin. Bonjour Alexandre. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes professeur d'histoire, géographie et de sciences politiques au lycée Notre-Dame de Challans. Nous vous avons invité ce matin pour parler de ces élections. Alors, un mot tout d'abord, on l'a vu, en Vendée, les élections ont plutôt respecté finalement le bilan national, à savoir Macron en tête, Le Pen en second, troisième Mélenchon et quatrième Zemmour. Le principal enseignement, en revanche, c'est la place de Pécresse qui a attiré 5% en plus vis-à-vis de ces élections nationales où elle se retrouve en dessous des 5%. Ce qui est intéressant aussi à noter, et c'est là où je vous attends, c'est qu'en 2017, François Fillon avait fait 25% des suffrages. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Après, les dynamiques au niveau présidentiel sont très importantes sur une dynamique de campagne de Valérie Pécresse qui est au départ assez élevée, comme Éric Zemmour. Enfin, en tout cas, il y avait des candidats qui étaient potentiellement, qui pouvaient se retrouver au second tour. Et petit à petit, une dynamique, une baisse assez régulière. Et on a vu que vis-à-vis, souvent, ça se voyait même une semaine avant des votes, des électeurs qui globalement ont fait un vote, certains ont dit utile, d'autres efficaces, si on peut en reparler du côté de M. Mélenchon, mais en tout cas, le choix d'avoir moins un candidat sûr au deuxième tour. Le vote de droite ou droite traditionnelle, c'est plutôt globalement reporté en Vendée d'ailleurs, et au niveau national, sur Emmanuel Macron, et après une autre partie sur Marine Le Pen. Vous voyez un autre renseignement à tirer à l'issue de ce premier tour sur ces élections présidentielles, avant que nous passions sur la question de l'abstention ? Mais moi, c'est encore une fois ce duel qui revient, et le bipartisme traditionnel qu'il pouvait y avoir en France entre la gauche et la droite, avec les deux partis historiques qui se retrouvent une nouvelle fois de côté, mais cette fois-ci pour les Républicains en dessous des 5% au niveau national, à peine au-dessus aussi en Vendée. Donc cette recomposition du paysage politique aussi est importante autour d'un pôle, on va dire, social-libéral autour de M. Emmanuel Macron, un pôle plutôt identitaire autour de Marine Le Pen, et enfin un pôle populaire, cette gauche qui fait aussi un score plus élevé c'est aussi la surprise. Il est à 21% au niveau national, un peu moins en Vendée, mais on sait qu'en Vendée, traditionnellement aussi, la droite souvent... La droite est toujours plus forte, effectivement. Elle est plus forte que dans le reste de la France. L'autre enseignement, c'est l'abstention. On est à 21% en Vendée ce matin, sur les derniers bulletins dépouillés. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on est à 26-27% environ sur l'échelle du territoire national. L'enseignement, là aussi, c'est que cette abstention, elle augmente, que ce soit au national, mais aussi en Vendée, puisqu'on était à environ 16% en 2017. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens ne se déplacent plus pour des élections présidentielles ? Alors, c'est pas que pour les élections présidentielles. Cette abstention, elle est forte si on regarde globalement sur le temps long, sur quelles que soient les élections. Après, on sait que l'élection présidentielle, ça reste l'élection préférée des Français, avec les municipales. Et même aux municipales, dernièrement, l'abstention avait été très forte. Donc, après, si on prend cette élection-là, on a un président qui se représente. Traditionnellement, quand on se représente, la dynamique est peut-être un peu plus faible, en tout cas, pour motiver. Et puis sur les nouveaux candidats, ou si on prend la dynamique, Éric Zemmour par exemple au départ, qui était un nouveau candidat, qui est parti très fort mais qui avait fait une campagne assez clivante justement. Moi je trouve que l'essentiel qu'on a à retenir aussi de cette campagne, c'est que Marine Le Pen d'un côté, même M. Mélenchon de l'autre, ont adouci leur image, et que finalement c'est avec une campagne beaucoup plus lisse au niveau de leur image que finalement on a des candidats beaucoup plus présidentiables. Parce qu'au final, on le verra pour les deux tours, le président, quelle que soit sa couleur politique, doit rassembler le plus de Français. Et après, je me dis, on arrive à un duel qui était un peu attendu. Un duel attendu, ça fait que ça crée souvent moins d'émulation peut-être parmi les électeurs. Après, on verra ça au second tour. L'enseignement par rapport à cette abstention, c'est aussi cette question. Est-ce que c'est synonyme finalement d'une mauvaise santé de notre système puisque vous le disiez, c'est des candidats qui ont été peut-être un peu plus clivants. Alors peut-être que les gens ne se reconnaissent pas dans ces candidats. Peut-être qu'il y a aussi une mauvaise santé de notre système démocratique. Après, il y a deux choses, je pense. Si on regarde encore une fois la santé globale, certains diront... L'abstention, elle est forte. Certains parlent aussi du vote blanc. On avait 10 candidats sur la ligne de départ. C'est sûr que sur ces 10 candidats, à part les 2 ou 3 qui se dégagent, après les autres sont tous en dessous 5%. Donc
ce qui se dégage pour moi, c'est d'abord le vote utile ou le vote efficace. Je pense que beaucoup de gens souvent disaient au premier tour, traditionnellement, on votait avec le cœur. Le deuxième tour, c'était plutôt un vote de raison. Là, c'est clair, dès le départ, il y a eu un vote de raison, y compris pour la gauche. Là, par exemple, le pôle de Jean-Luc Mélenchon qui arrive en 3e position, pas si loin de Marine Le Pen. Donc, ceux de gauche se sont dit, traditionnel, je pense, moins de 2% pour le PS. Mais ça, c'est mathématiquement mis du côté de la gauche. Et puis, même chose du côté de la droite traditionnelle. Les Républicains tombent en dessous, au niveau national, en dessous des 5%. Globalement, vers Emmanuel Macron en grosse majorité, y compris en Vendée. Il prend quasiment, il était à 28%. Il était environ à 26,26%, même pour être tout à fait précis. Et là, effectivement, il a plus de 35%. Autre question, ce vote blanc dont vous parliez, est-ce que ça peut être une réponse à apporter pour les électeurs ? Après, ce vote blanc, après on parle tout le temps, est-ce qu'il devrait être comptabilisé ou pas ? Moi, ce que je dis, c'est que s'il avait été comptabilisé aujourd'hui, le vote blanc au niveau national, il aurait été au-dessus de Marine Le Pen. Donc il y aurait eu un candidat en première position, le vote blanc en deuxième position, ça aussi, et le troisième candidat derrière. Donc c'est quand même très fort aussi politiquement, malheureusement aussi, à analyser. Et qu'est-ce qu'on fait aussi de ce vote blanc ? De toute façon, quel que soit le candidat ou la candidate qui sera élu, avec une forte abstention, derrière l'euphorie, entre guillemets, présidentielle dure qu'un temps. Et encore moins quand l'abstention est élevée. Donc derrière, on attend des résultats, surtout quand on parle au niveau du pouvoir d'achat actuellement, de la crise, la crise ukrainienne aussi à gérer. Tout ça, ça va poser assez vite des questions au président ou à la présidente qui sera élu prochainement. Et est-ce qu'il y a des risques, justement, si on mettait en place ce vote blanc, ce que vous dites, c'est que avec le fort taux qu'il aurait pu obtenir, si on compte l'abstention et le vote blanc ensemble, devant Marine Le Pen, comme vous le disiez, est-ce que qu'est-ce qu'on aurait pu proposer, tout simplement ? Est-ce qu'à ce moment-là, on devrait refaire une élection ? C'est quoi les discussions qu'il peut y avoir dans les grandes démocraties là-dessus ? Alors ça, on n'en a pas encore... il n'y a pas de... La Constitution n'a pas encore prévu ça. Mais c'est sûr que si demain, le vote blanc, l'abstention, il serait même arrivé en tête. Imaginez aujourd'hui l'abstention à 30%. Dans les simulations, on pouvait en arriver là, avec un président président sortant qui est à 28. Quel que soit, je dis politiquement derrière, c'est compliqué. C'est compliqué d'impulser une dynamique quand on sait que la majorité des électeurs, finalement, n'ont pas voulu même se déplacer. Ça veut dire que l'offre politique ne les satisfaisait pas forcément. Après, ça peut être une question d'homme ou une femme qui représente un parti, on pourra en reparler après. Les législatives arrivent rapidement, on verra si les scores restent les mêmes ou si finalement des partis arrivent à remonter assez vite. Ce serait peut-être aussi une remise en question de personnes, y compris de primaire, si on peut reprendre la droite, puisque on peut voir que Valérie Pécresse avait été élue assez largement, mais au final, on voit que sa dynamique de campagne n'a pas été bonne et qu'après, quelles que soient les primaires, que ce soit à gauche ou à droite, ça n'a pas donné finalement l'impulsion qui a été espérée parmi les partis traditionnels. Eh bien, merci Ludovic Mandat pour votre éclairage ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie et de sciences politiques au lycée Notre-Dame de Challans. Merci à vous, bonne journée. Merci.